Cette semaine, pas de résumé, mais un petit débrief des aventures de Rocher-sous-Bois. Comme il s'agissait de la première campagne que j'ai écrite, et surtout du premier jeu de rôle de tous, je voulais que ce village soit le tutoriel avant de rentrer réellement dans le vif du sujet. Rocher-sous-Bois n'a aucune conséquence sur le reste de la campagne. Ils auraient techniquement pu mettre le feu au village et s'en sortir tranquillement. Je vais commencer le débrief par le peu de choses que les aventuriers ont laissé de côté. Le seul point réellement important, c'est qu'ils auraient pu sauver Attilé et attraper le contremaître. L'elfe était encore en vie lors de leur première visite, et le contremaître était lui-même présent dans les étages. En toute logique, il pouvait ouvrir l'accès aux 2 derniers étages lors de la première visite. Tous les objets étaient accessibles dans la maison, que ce soit l'oreille d'elfe, la potion de bavacide de Zapingo, la chaussure du nain ou la plume d'oiseau. Ça aurait été plus difficile d'amadouer les animaux car la découverte du pain pour le spaken ou même l'acquisition du raisin pour l'alpelope n'était pas possible. Ils auraient pu également passer la nuit à l'intérieur lors de leur première visite, au lieu de la seconde, pour tomber nez à nez sur Mécane. J'avais conscience qu'il serait très difficile, dès l'écriture, de sauver l'elfe, car dès leur seconde visite, elle serait morte. Mais je voulais me servir de cette situation pour leur montrer que leur action aurait des conséquences et que la défaite pouvait être envisagée sans qu'ils puissent rien y faire. Par contre, la fuite de Mécane, c'était pas du tout prévu. C'est quelqu'un d'arrogant qui a mis des mois à découvrir comment accéder aux étages de la maison. Il était censé penser que les joueurs n'y parviendraient jamais. Néanmoins, lors de leur première rencontre avec lui, Siron lui demande où il a mis le corps d'Attilé. Pour rappel, à l'époque, aucun indice ne pointait vers Mécane, et il ne savait même pas qu'Attilé était morte, elle avait simplement disparu. Elle n'était même pas liée à la maison abandonnée. Mécane a paniqué, mais comme les aventuriers sont simplement repartis, il a pris ses affaires et il s'est sauvé. Je voulais aussi leur montrer que leur attitude avec les PNJ était importante. Ils ont souvent tendance à devenir agressifs dès que quelque chose ne va pas dans leur sens ou qu'ils sentent qu'un personnage peut leur cacher quelque chose. C'est d'ailleurs un point sur lequel on reviendra dans les autres villes. J'y pense, mais j'ai jamais expliqué en détail ce qu'il s'est passé dans cette maison. Logiquement, si vous avez suivi les résumés, vous savez le gros de l'histoire car les joueurs ont fait de bonnes déductions. Du moins sur la fin. Du coup, je vais vous expliquer un peu tout ça. Freyn, Hache de la Lanterne, vivait donc dans cette maison. Il était docker, et il profitait de son statut pour faire rentrer à Rocher-sous-Bois pas mal de produits nains, notamment du vin et du fromage. Cela lui a créé un lien très fort avec Heidi, la cuisinière, avec qui il est devenu très ami. Freyn était quelqu'un qui avait du mal à s'intégrer dans le village. Il trouvait les personnes hypocrites. Il s'entendait d'ailleurs assez mal avec l'équipe des dockers. Il passait son temps à observer les uns et les autres. Et il a sans peine remarqué l'inefficacité des 3 mages, la cupidité du maire, l'arrogance de l'alchimiste et les magouilles au port. Pour lui, seule Heidi méritait son attention, mais il a voulu mettre à l'épreuve ses observations. Il a commencé à parler d'une vieille recette de potion qui se transmettait dans sa famille et qu'il essayait de recréer chez lui. Sachant qu'il partirait bientôt, il a arrêté de payer la totalité de ses impôts au maire, ce qui a mis Mécane dans la panade, comme l'indiquent les lettres trouvées. Il faisait exprès de donner quelques informations sur les ingrédients qu'il comptait utiliser, et surtout, il faisait exprès d'y mentionner les pires possibles, comme des morceaux de corps des différentes races. Puis, quelque temps plus tard, il a menti à tout le monde en expliquant avoir redécouvert la formule et avoir réussi à recréer la potion. S'il a inventé cette histoire précisément, c'est à cause du matériel d'alchimie dans sa cave. Il ne s'en était jamais servi, mais cela rendait son histoire crédible. Comme prévu, seule Heidi est restée fidèle à elle-même, et elle est devenue heureuse pour son amie. Le maire, lui, voulait sa part des profits, Mécane et l'apothicaire sont devenus extrêmement jaloux. Herman, le marchand de potions, réagit en ignorant Freyn, qu'il ne pensait pas capable d'une telle chose. À juste titre, entre parenthèses. Mais Mécane s'est rapproché du nain et a tenté de lui faire croire qu'il était son ami afin de découvrir son secret. Heureusement, Freyn n'était pas dupe. Dégoûté du comportement des villageois, il prévoyait son départ. Il n'a pas eu le temps de partir ni de dire au revoir à Heidi, car ce matin-là, Mécane s'est introduit chez lui et l'a tué. Il a jeté le corps à la mer et s'est débarrassé de sa barque, qu'il a coulée, et a fait croire à tout le monde que Freyn était parti sans un mot. Comme c'était dans les projets du nain, personne n'a mis en doute la parole du contremaître. Ce dernier s'est servi de la maison pendant des années. Au début pour en percer les secrets, et ensuite, il a fait venir des animaux pour garder le grenier où il cachait ses méfaits. L'un des ingrédients essentiels de la potion était censé être des oreilles d'elfes. Mécane kidnappait la majorité des elfes qui passaient au village, les torturait et les tuait pour avoir ses composants. C'est ce qui arrivait à Attilé, et c'est ce qui aurait dû arriver également à la ménestrelle quelques jours plus tard. Seul Brimil en a réchappé car Mécane avait peur de ses pouvoirs magiques.
C'est pour nourrir ces animaux que Mekan se rendait souvent au vignoble et qu'il a fait tomber ses clés. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il a demandé la recette de pain à Heidi, même s'il était allergique lui-même. Dans l'ensemble, les aventuriers ont dénoué cette histoire. Ils n'ont pas forcément eu tous les détails, car ils n'ont pas interrogé tout le monde à son sujet, notamment les 2 employés Docker. Concernant l'autre grande quête, celle de la bague, ils n'ont pas non plus tous les détails. J'ai fait intervenir Hard la Docker pour leur dire où était le bijou, car ils étaient totalement perdus à ce sujet. Il y avait beaucoup d'autres moyens de trouver l'information, mais ils sont passés à côté chaque fois. Ils sont aussi passés à côté de l'intrigue de Matagri, la fille du maire. Cette dernière était enceinte. Mais seul Rilol, le membre de la guilde des commerçants, était réellement amoureux d'elle. Car oui, elle avait beaucoup d'amants. La plupart n'auraient pas hésité à l'aider, exception faite de Mekan, mais comme ils ont pris la quête presque au moment de partir, régler cette situation et aller à nouveau parler à tout le monde leur a paru trop contraignant et ils n'ont pas voulu poursuivre. Surtout qu'ils avaient déjà leur monture. En parlant de chevaux, il y en avait de nombreux à trouver et à acquérir de différentes manières. Bon, je reviens pas sur ceux qu'ils ont récupérés, mais il y avait également les 2 chevaux pur sang au quai. Je m'étais dit qu'ils pourraient vendre leur silence au contremaître en échange, ou même demander cette récompense à Gurbag, pour l'avoir promu, s'ils choisissaient la voie de la justice. Mais ils n'ont pensé à demander aucune récompense, alors tant pis. Et il y avait surtout Dalil, l'homme qui venait à la base chercher la bague. J'ai précisé un nombre incalculable de fois qu'il n'avait pas envie de repartir et que n'importe quelle excuse lui irait pour rester au village. Mais personne n'a songé à lui demander son cheval. Pour finir, ils n'ont jamais donné sa lettre de recommandation à Xabor. Cela permettait d'avoir un logement et de la nourriture gratuitement tout le temps de leur séjour à Puermotejas. Ils ont tout de même conclu l'accord avec Brimil pour couler la guilde des commerçants, mais au final, ils n'ont pas obtenu la récompense pour cela. À l'époque, j'étais pas encore sûre de l'économie que j'avais instaurée et je voulais un moyen efficace qui ne coûte rien pour se loger au cas où. Mais comme il s'agit de leur choix d'avoir refusé ce moyen, ce serait de leur faute s'ils ont plus d'argent une fois arrivés en ville. Je pense avoir fait le tour du point de vue des joueurs pendant le tutoriel. Je vais vous parler un peu maintenant de mon ressenti. J'ai découvert, et on en reparlera à Puermotejas, que mes joueurs ne voudraient pas quitter un lieu avant d'en avoir fait totalement le tour. Au moment où ils jouaient, j'avais déjà écrit Puermotejas et j'ai pas pu corriger ce problème. Je pense qu'il faut parfois faire des choix, et apprendre à abandonner lorsqu'on ne trouve pas de solution à une énigme ou autre. Surtout lorsque cela ne concerne pas la quête principale ou leur quête personnelle. Leur petit problème d'agressivité et parfois d'arrogance envers les PNJ m'a aussi un peu gêné, mais c'était le début et on était tous novices, donc c'est fortement pardonnable. Ils sont d'ailleurs passés non loin du drame en tenant tête à Gurbag, le géant sur les quais. Ils ont su s'arrêter à temps. Je suis relativement satisfaite des jets dératés, ce qui a permis à leur apprendre à utiliser leur imagination. Quand Roman me dit « je plonge », moi je retiens qu'ils se jettent à l'eau sans précaution, avec arme et armure. Vers la fin, ils ont commencé à bien expliquer chacun de leurs gestes lors des opérations délicates, et c'était bien plus agréable pour eux comme pour moi. Je tiens à préciser une petite chose. À l'époque, j'avais pas organisé les statistiques comme dans la vidéo de présentation du même nom, pour ceux qui l'ont vu, et ils pouvaient tous tout faire. C'est pour cela que vous avez entendu quelquefois Maylin crocheter ou Acario détecter la magie. Dans les prochains épisodes, on a refait leur feuille de statistiques avec les tertiaires, pour que chacun ait leur propre spécialité, et que chaque membre du groupe soit à la fois unique, mais surtout utile aux autres. Voilà, je pense que j'ai fait le tour du débrief de Rocher-sous-Bois. J'en referai un autre après chaque ville, je pense, si cela vous plaît. La prochaine vidéo sera à nouveau un peu différente. Je vais essayer de vous mettre des passages de la campagne, comme le moment où Siran pose la fameuse question à Mekan, ou les petits moments drôles. Puis ensuite, on reprendra les résumés de l'aventure à Puermotejas. J'espère que ça vous a plu, et à bientôt!